paysage, c'est ce qu'on voit d'un endroit, d'une région ou d'un pays. Le paysage, en fait, alors soit on a la définition du dictionnaire qui dit que c'est l'étendue qui s'offre à la vue. Pour nous, c'est ça, complété par l'action humaine qui est derrière. Un paysage, c'est une ouverture sur la vie, une ouverture pour l'œil, quoi. Et puis on doit avoir plaisir à le voir, à le regarder et à le partager aussi. C'est un livre d'histoire, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Hein, voilà, et c'est la traduction, c'est le reflet d'une société à un moment donné. On prend la dimension humaine et la dimension sociale et qu'on discute entre nous, qu'on essaie de se comprendre, qu'on essaie de travailler ensemble. C'est pas seulement un truc scientifique, c'est un truc de compréhension humaine et d'échange. Nous avons mis en place des échanges avec la vallée de la Bruche, donc en Alsace. Ce qu'on est allé chercher, c'est déjà un savoir-faire, puisque j'ai dit qu'ils avaient déjà pratiquement 3 décennies d'ancienneté sur des actions qui ne seront pas les mêmes ou qui ne sont pas transposables en Creuse, mais ce qu'ils ont, ils ont un savoir-faire, ils ont un réel savoir-faire. Les élus ont mis en place un certain nombre d'actions, toujours avec le monde agricole. Les Alsaciens aussi sont demandeurs de ce qui se passe chez nous. Donc voilà, un échange, c'est ça. On va rien qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est déjà enrichissant. Mais aussi, si vous voulez, nos territoires ont quelque part quelque chose en commun. Comment on fait pour préserver une qualité d'espace et de bâti, alors qu'on a de moins en moins de gens et que la vie, la rapidité des échanges aujourd'hui rend difficile la survie de nos petites communes. Donc, comment on fait, quoi? Comment on va faire pour encourager les gens à réussir des petites choses qui font qu'on se sent bien chez soi, en Creuse, comme ici en Vallée de la Bruche. Il faut qu'on réussisse des petites choses pour encourager les jeunes à s'installer, à rester au pays, à travailler, à avoir des belles bêtes, etc. Et ça, peut-être qu'en échangeant nos idées là-dessus, vous voyez, on comprend mieux ce qui nous aide à réussir. On fera forcément une ouverture à l'arrière, couper les pins qui en plus sont en train de manger la lande. Et donc on a une fermeture depuis les 10 ans. Il y a, je sais pas, 70 ans à peu près, tout ça c'était fauché pour tous les ans. Les agriculteurs fauchaient à la faux, bien sûr, et ramassaient la bruyère. Donc ça se renouvelait et ça évitait qu'il y ait ces accrues là, qui viennent boucher le paysage. Je voudrais réagir à savoir que c'est un paysage remarquable parce qu'il a pratiquement disparu sur, ça c'est un point fort. sur notre territoire. Le site des Comtes de la Casine a comme singularité d'avoir entre autres des très très grandes landes qui sont des milieux en voie de raréfaction au niveau européen. Ce sont des milieux qui sont semi-naturels puisqu'ils sont directement liés au pâturage extensif de ces milieux-là. Là, la voie de raréfaction au niveau, pas seulement local, mais au niveau européen, est liée effectivement au changement des pratiques agricoles. Donc l'agriculteur a une place tout à fait prépondérante pour nous, d'une façon générale, pour la conservation des habitats des espèces. L'agriculteur, le problème c'est dans le système économique actuel, il ne peut pas se permettre de, lui, tout seul, gérer ce genre de terrain. Moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de réimpliquer les populations qui ne sont plus aujourd'hui dans un système agricole
et de leur donner un petit peu la sensibilité de gérer quelques bêtes sur des terrains comme ça, ce qui permettrait de garder les paysages ouverts. Dans les parcs, comme dans le Cantal, les agriculteurs ont des subventions pour gérer un espace naturel. Ça ne vient plus de l'agriculture, ça devient de la gestion d'espaces naturels. Voilà. Et dans les Alpes, dans tous les parcs nationaux, les agriculteurs sont payés pour entretenir les espaces naturels. Clairement, c'est ce que les agriculteurs disent, enfin ils me coupent si je dis des bêtises, mais la valeur alimentaire de ce type de fourrage ne les intéresse plus, quoi. Donc en plus, c'est très dur à faucher tôt parce que c'est inondable, etc. Aujourd'hui, là, l'agriculteur, pourquoi il l'a broyé? C'est moins mal en fait pour le milieu, tout ça parce qu'il active des DPU dessus. Donc comme il active des DPU dessus, effectivement comme on l'a dit, il y a un autre problème aussi, c'est la biodiversité qui n'est pas du tout prise en compte dans les contrôles PAC. Il faut que ça soit tout à nu, il ne faut pas 2 mètres carrés de fougères ou trans, sinon donc ça c'est un vrai problème aussi qu'il faut que les associations et les élus fassent remonter, parce que ça c'est un réel problème. On parle de verdissement de la PAC, etc. On est encore soumis à des contrôles en ce moment. Je veux dire, dès qu'il y a un petit talus qui n'est pas broyé, etc., des habitats, c'est déduit. Aujourd'hui, on a réussi à faire passer que l'arbre était un élément du système de production agricole. Voilà. Pourquoi la biodiversité, qui est quand même, c'est l'herbe, etc., on ne la considère pas comme un élément du système agricole? Parce qu'à ce moment-là, le problème, il est réglé. Ça fait 60 ans que j'habite ici. Depuis que Natura 2000 s'occupe de l'environnement d'ici, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que le Champ du Feu, il existe depuis... mon grand-père, il habitait ici, mon père habitait ici, et le Champ du Feu, il était toujours comme il est aujourd'hui. Je voulais demander, moi, est-ce que Natura 2000 a fait changer quelque chose au Champ du Feu? Natura 2000, encore une fois, c'est quelque chose de contractuel. C'est pas imposé. Donc c'est un engagement que chacun prend. Oui, mais ils ont un pouvoir infernal sur le site. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Si. Non. Il faut dire. Non, mais. Il y a ici quelque part des espèces remarquables qu'il faut protéger. C'est le cas de la tourbière. Donc c'est tout. Point. À partir de là, la réglementation européenne dit vous devez mettre en place un document de gestion qui définit des règles de conduite. Et à partir de là, c'est là que les choses commencent à devenir compliquées, parce que ces règles de gestion, la compréhension n'est pas toujours possible. Voilà, c'est tout. Et ce que je disais à l'instant, c'est que le poids de la question environnementale n'existait pas. Si tu te mets 20 ans en arrière, ça n'était même pas posé. Est-ce que ça voudrait dire que nos générations, détruisent plus l'environnement que celles qui étaient avant? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 20 ans ou 25 ans, tu n'avais pas des associations organisées d'environnementalistes comme tu les as maintenant. C'est ma question de départ. Est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui? Mais ils sont là. Ça a permis de maintenir. Ils sont là. Ils sont là. C'est ça la question. C'est ça la question. Bien sûr. On peut faire une petite synthèse. Non, mais allez-y. Mais à ce moment-là que tu dis, il y avait une présence agricole qui n'est plus possible maintenant. Voilà. L'agriculture que tu avais à ce moment-là n'existe plus. Voilà. Elle n'existe plus. Et tu ne peux pas trouver des gens avec leur bête, machin. Ça n'existe plus. Voilà. Et personne n'arrivera à gagner sa croûte comme ça. Voilà. Donc, il faut bien inventer autre chose. Voilà. Si tu inventes autre chose, on dit à Michael, sa mère était toujours là-dessus, il dit bon ben moi d'accord, les maillères ça fait machin. Bon, mais dans la discussion quand tu réinventes autre chose, eh ben on n'est plus tout seul. On fait avec ce qu'on a et après on fait, c'est autre chose. Mais d'abord il faut savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Donc l'idée, maintenant à part le milieu ici, et c'est ça qui pose bien polémique, le milieu ici, tout ce que vous voyez autour de vous, que vous fassiez à 360 degrés, tout ce que vous avez autour de vous, c'est anthropique. Déjà, premier point. Donc c'est dû à l'action humaine. Il n'y a rien ici, absolument rien, qui est naturel. Rien du tout. Bon, c'est sûr, il y a des frictions sur un certain nombre de points, mais à partir du moment où on explique les choses, le pourquoi du comment, le message passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est... Bon, il faut pas jamais avoir une position d'ayatollah, il faut être
bien qu'étant scientifique, il faut toujours se dire, oui, il y a le milieu naturel, mais il y a un tas d'acteurs et il faut prendre en compte tous les acteurs et trouver... Moi, j'essaye de trouver des solutions qui satisfont tout le monde. Alors, il y a des compromis à faire. Sur certains aspects, on ne fait pas de compromis parce que c'est pas possible. Donc là, il faut bien veiller, il faut être vigilant sur ces points-là. Mais sur d'autres points, on peut réfléchir à d'autres solutions qui permettent de gérer le milieu naturel de façon peut-être moins contraignante que ce qu'on pourrait faire. Je crois qu'on a très bien vu au cours de la visite, effectivement, tous les enjeux, notamment liés à la biodiversité, tous les enjeux liés à l'entretien du paysage, qui effectivement n'est pas tout à fait dans la logique agricole, mais l'agriculteur peut y participer. Voilà, je crois qu'on n'a pas des réponses toutes faites, mais il y a effectivement des problématiques qui ont été posées. Et il me semble, enfin moi j'ai vécu de manière tout à fait intéressante, tout le monde n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais je crois qu'il y a eu une écoute et il y a des pistes qui s'ouvrent. Et de venir en appui aux communes sur des projets de réouverture et de requalification d'espace à travers des procédures de type association foncière pastorale, et donc de travailler avec des propriétaires et des agriculteurs sur le territoire pour enclencher des ouvertures paysagères en fond de vallée, sur les premiers coteaux, sur des surfaces d'altitude. Donc l'association foncière pastorale, c'est un outil qui permet de fédérer des propriétaires. On est sur un système de multipropriété, donc on fédère ces propriétaires ensemble, on les traduit en association foncière pastorale qui devient un établissement public à caractère administratif et qui permet de passer d'un état de friche ou de zone reboisée à un état de pré, pâture ou fauche, quoi. Une communauté des communes qui a mis ça en place, et puis les agriculteurs qui avaient besoin de prairies, et voilà. Et surtout l'ouverture du paysage. Et surtout... Parce que les sapins qui ont été plantés dans les années 60, ils ont pris de la hauteur et ils coupaient le soleil dans le village. Donc les gens, dès qu'on a coupé, ils ont gagné à peu près 2 heures de soleil en plus. Parce que nous, on est dans les vallons et puis après le soleil, il ne passe plus. Autour des villages, c'est la vie de l'homme. Et après, dans les pentes, les zones incultes trop pentues, là, effectivement, on peut laisser venir la forêt. Donc déjà, certains villages, comme ils disent, ont regagné 2 ou 3 heures de soleil par jour. C'est pas négligeable et les gens sont quand même heureux de ça. Ah c'est magnifique, quoi. Les points de vue, je veux dire... Comme on avait vécu l'évolution quand ça a poussé, on se disait un jour il faudra faire quelque chose, quoi. Et maintenant on peut faire le tour du village vraiment, tout en voyant le village. Voilà. Alors qu'avant on était dans la forêt. On était dans la forêt quand même. On ne voyait plus du tout le village. Et maintenant on a tous les alentours du village qui sont dégagés. Donc c'est vraiment tout à fait un autre paysage, quoi. C'est la maison, c'est le clocher, donc tu te mets à la bonne distance et tu trouves l'écrin de verdure. Et donc c'est quelque part... Tout ce qui a été, Alors c'est aujourd'hui exploité, ça a été en partie enfriché, en partie dégagé, mais c'est aussi pour montrer la mise en valeur du bâti, elle est liée à ça, donc c'est ça qu'il faut préserver, quoi. Le fait de donner un espace agricole, un espace bâti avec son identité, en plus il est plutôt assez, de patrimoine et de qualité, et ça donne une identité, voilà. Et ça, c'est l'identité du village d'ici. Le fait d'entretenir l'espace naturel montre aux nouvelles générations une identité du territoire. Recréer un point de vue ou recréer ou
classer un espace naturel permet aussi de pouvoir communiquer dessus et communiquer sur son évolution. Pour les générations futures, ça peut permettre également d'apprendre des choses sur l'histoire de leur territoire, l'histoire d'avant et aussi une prise de conscience au niveau de la gestion du patrimoine naturel, de la biodiversité, de l'intérêt des acteurs du paysage, donc des agriculteurs, d'être sur le territoire et de continuer de façonner ce territoire. Tout ce patrimoine naturel fait partie de l'histoire et du témoignage d'un territoire. Sans agriculture, il n'y a pas de paysage. Il faut un équilibre dans le paysage, donc par rapport au village, par rapport à la forêt, qui est quand même dominante dans le massif vosgien. Et si vous n'avez pas cette zone tampon qui est la zone agricole, il y a un déséquilibre qui se fait et ça ne marche plus. Sur Saint-Pierre-Bois et Breitenbach, surtout Breitenbach, il y a beaucoup de vergers. Donc nous, on a besoin des vergers pour les fruits, des yaourts, etc. Donc c'est aussi un élément du paysage, le verger. Ça fait aussi une nature accueillante et belle et un écosystème qui est présent dans les troncs, etc. Et donc c'est comme ça qu'on essaye d'allier paysage et agriculture. Quand on entend des élus qui disent bah oui, nous aussi on a compris qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays, de politique, d'aménagement du territoire sans prendre en compte ceux qui le gèrent, et que c'est quand même dans ces régions-là essentiellement les paysans. Donc il faut qu'on travaille avec eux. Ça, c'est bien. Et si on travaille avec eux, c'est toujours un peu donnant-donnant. Comment on va pouvoir les appuyer sur des projets ils ont tout à fait intérêt, les agriculteurs, ils savent bien que les aides de la PAC vont diminuer, donc il faut qu'ils montrent qu'ils peuvent servir aussi à la collectivité. La notion de bien commun qui est un peu le paysage, c'est intéressant le paysage, parce qu'il porte justement une sorte de volonté de l'ensemble d'une population sur son territoire, d'essayer de trouver les solutions, d'aller un peu de l'avant et de travailler ensemble. Il y a eu une assez grande perte de la diversité artificielle maintenue par l'homme historiquement, par le fait que le marché ne libère que quelques semences qui sont dites homologuées, par exemple, quelques espèces animales pareilles, etc., au détriment de toutes sortes, enfin des races surtout, toutes sortes de races ou toutes sortes de variétés. Puis il y a aussi une perte qui vient de la pollution générale ou de la suppression des habitats qui touche la flore, disons, et la faune dont on ne s'occupe pas, qu'on n'exploite pas. Donc dans les deux cas, il y a quand même une diminution. Mais comme on en a pris la conscience, et comme on sait qu'on ne peut pas continuer à vivre en détruisant tout ça, forcément que les choses vont changer, même si c'est très lent. C'est très lent parce qu'il y a toute l'inertie du système qui continue, jusqu'à ce que petit à petit, ces exploitations très intensives soient remplacées progressivement par d'autres. Ça ne changera peut-être pas forcément le paysage. Il y a effectivement sans doute une prise de conscience du monde agricole que les schémas qui ont été imposés en creux ces dernières décennies ne sont pas les bons. Que l'agriculture va dans une impasse en restant sur un seul mode de production, avec un objectif de productivité. Donc qu'il y a de la place pour d'autres modes de production, qu'il y a de la place pour l'agrotourisme. On est tous d'accord pour une agriculture raisonnée au niveau pesticides, engrais et tout ce que vous voulez. Mais il est difficile. Je ne suis pas contre le bio. Je vous dis, je pourrais le faire, je le ferais. Simplement, j'ai une famille à faire vivre, j'ai des enfants à faire étudier. Et je me dis qu'on a droit, en tant qu'agriculteur, avec 70 ou 80 heures de travail par semaine, de se dire est-ce qu'on n'a pas droit aussi à avoir un revenu et à pouvoir donner à nos enfants ce que d'autres peuvent donner à leurs enfants? Si les gens au niveau local ne se réapproprient pas les choses,
on va toujours être les victimes. Oui. Hein. Et moi je crois qu'au lieu d'attendre que voilà, l'Europe, le président de la République, le ministre de l'Agriculture, les machins, décident des choses, je crois qu'il va falloir sûrement qu'on change tous et qu'on décide de se réapproprier et la manière dont on veut vivre et le paysage et ce qu'on veut manger. Alors je sais pas, mettons les circuits courts, c'est vrai que ça commence un petit peu peut-être. Viens vite, viens. Ce qui m'intéresse, je suis bio et je voudrais faire un bio accessible, pas faire un bio uniquement pour les gens aisés. Et ce qui me plaît dans ma clientèle, depuis longtemps, j'ai des clients de toutes parts, tous les milieux sociaux. Il y a des médecins, il y a des chefs d'entreprise, mais j'ai des chômeurs, des gens à la retraite, des gens qui ont un travail temporaire, etc. Et bon, la viande n'est pas très chère, je la vends 11,50 €. Et je veux rester dans un bio accessible, ça ne m'intéresse pas de vendre à Paris, je veux vendre sur Dain et les environs. Les gens, ils veulent manger une viande saine. Donc je crois qu'on a intérêt, et puis il faut être honnête aussi, parce que l'agriculture c'est un métier qui est très noble. Alors où je suis en guerre contre nos dirigeants, c'est que c'est un métier qui n'est pas du tout valorisé depuis des générations et des générations. Je parle très librement de tout ça. Je trouve ça lamentable. Vous n'avez pas d'agriculture, tout le monde meurt. C'est aussi simple que ça. Et alors, je l'avais dit à Jean-Philippe, bon, il est parti, mais tant pis, et ils l'ont relevé un petit peu. Mais c'est bien. Les syndicats ne parlent pas assez de ça. L'agriculture, elle sert à nourrir le monde. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc, c'est le premier métier du monde. Sans agriculture, on ne peut pas vivre. Donc, il faut rémunérer le premier métier du monde. Point final. Et ça devrait être le credo des syndicats. Je vous donne le fond de ma pensée. Va vite, va. Doucement, doucement. J'ai pas d'école. Mais je croyais qu'on arriverait. Moi je pense que dès qu'on fait de la vente directe, qu'on valorise les produits, qu'on fait une dynamique autour de l'agriculture, du territoire et du paysage aussi, hein, dès qu'il y a une dynamique là autour, c'est beaucoup plus intéressant. Ici c'est la salle fromage frais, fromage blanc. Donc comment est-ce qu'on fait un fromage blanc? Chez nous c'est un fromage blanc à l'ancienne, sans présure. Et après donc on les goûte. C'est la recette de ma grand-mère encore. Hein. On les goûte, on le met en pot. Donc il ne peut pas faire de la sauce. Moi, il faut que je vois du monde, il faut que je propose mes produits. Je peux pas admettre qu'il y a un camion qui vienne pomper le lait, un marchand de bestiaux qui vient charger les animaux et après on voit plus personne. C'est pas possible. Des fissures, des amoncellements et tout ça, ouais. Super. Je vous mets quoi comme un mélange? Tu fais un mélange, là, ouais. Pas de chocolat. On va peut-être pas en ramener jusqu'en Creuse. Ouais, c'est un peu loin. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais mon grand-père est de Stège. C'est un vrai agriculteur de montagne, à Stège, à 8 km d'ici. Mais il s'est marié dans le vignoble alsacien et ma maman est née dans le vignoble alsacien à Epfik. Et elle est revenue en 1959 et moi je suis né en 62 à Stège.
Et donc ils m'ont parlé de mon grand-père et puis j'avais ça... Enfin c'est par atavisme, vraiment. Ma maman elle a dit « Oh surtout je veux jamais épouser un agriculteur !» Et alors le pompon c'est quand moi je voulais devenir agriculteur. Ça s'explique pas ça. 15, 30. Ouais. C'est là qu'il vient ici, c'est ça. Allez, Zou. Tu passeras pas. Allez, qu'est-ce que tu calcules, toi? Allez. Allez, Zou. Allez, gamin. L'image de la prairie, l'image des pâturages, l'image de la Vosgienne fait partie intégrante de nos actions de promotion. C'est vrai que c'est une image qu'on essaie de développer au niveau des produits fermiers. Et c'est vrai que sur le secteur, on a quand même l'avantage d'avoir des agriculteurs qui sont engagés dans des démarches de réouverture paysagère, de mesures agro-environnementales, de valorisation de races menacées telles que la race vosgienne. Et voilà, donc on surfe sur cette image. Je trouve leur démarche intéressante par rapport à la mise en place de circuits courts. Alors que nous, effectivement, sur le territoire sur lequel j'interviens, on travaille beaucoup plus sur la valorisation de l'herbe, des prairies, l'utilité des prés sur les exploitations. Surtout au niveau économique, c'est très très intéressant. Mais on est moins, je dirais que sur le territoire, on est moins avancé par rapport à la valorisation de nos produits. C'est beaucoup plus peuplé sur leur secteur. Qui c'est qui nous, m'a dit ça? Nous, alors je ne sais pas combien d'habitants kilomètres carrés, mais il est vrai que si on se met tous à faire, comme hier, aller faire de la viande, de la vente directe, je suis désolée, il n'y aura personne en face pour consommer cette viande. Donc effectivement, c'est des niches. Quand on peut faire la niche chez nous, il faut y aller. Mais après, il faut développer la vente et tout. Le plus intéressant pour nous, à la rigueur, c'était le pâturage tournant. Oui. Ça, c'est ce qui peut s'appliquer le plus sur nos secteurs. Ouais, ce qui intéresserait d'ailleurs Vincent au niveau de son exploitation. C'est quelque chose qu'il fait déjà un petit peu, mais pas aussi poussé. On passe une partie d'une journée, voire la journée entière, à préparer sur papier notre pâturage tournant, c'est-à-dire qu'on dimensionne un lot par rapport à une surface. Donc un certain nombre de vaches par rapport à un certain nombre de parcelles, ce qui fait que les vaches reviennent toujours sur de la bonne herbe. Il y a très peu de refus. Moi, entre chaque pâturage, il y a un petit coup d'herse ébouseuse, quelque chose de pas très agressif, mais qui étale juste les bouses, nivelle un peu les taupinières qui sont sorties. Et ça permet, 30 jours plus tard, donc un petit mois plus tard, de retrouver de l'herbe, de la bonne herbe, avec pas de refus sur les bouses ou des choses comme ça, où les vaches trouveraient l'herbe un peu plus forte. Ce petit coup d'herse évite d'amender, de mettre un peu d'engrais ou des choses comme ça. Tous les parcours qui sont utilisés sur la ferme aujourd'hui, donc ça fait 5 lots, les 5 lots de vaches tournent avec des parcelles qui ont 0 apport d'engrais. Mon père avait à peu près le même système, puisque moi j'ai repris la ferme familiale. Mon père utilisait à peu près la même méthode, sauf qu'il ne calculait pas le nombre, il comptait pas le nombre de jours, donc des fois il sortait un peu tard du champ, ce qui fait que la repousse était un peu moins rapide. Il avait l'impression de manquer d'herbe, puisque le système veut qu'on ait l'impression de manquer d'herbe, donc il freinait des fois ses bêtes sur des parcelles, et puis à la fin il était débordé sur d'autres. Mais bon, le principe était là, on l'a affiné avec la technique que nous ont donné les gens de la Chambre d'agriculture. On essaye d'adapter à peu près la taille du troupeau en fonction du parcellaire, et en fonction des données climatiques, on s'adapte au fil de la saison. Là en fait on est par rapport à l'exploitation qu'on a vue avant, donc là où on était sur du bovin viande qu'on fait pâturer, etc. Là comme on est sur une exploitation laitière, donc on n'est pas forcément au niveau de la conduite de l'herbe sur la même technique, quoi. Donc là les objectifs c'est vraiment de produire un maximum de fourrage, mais de qualité, pour acheter un minimum à l'extérieur. Elle est là-bas, on peut aller voir. Ceux qui veulent voir la salle de traite, ils peuvent aller la voir. On va passer.
Vous êtes 3 de théâtre sur votre tapis? Oui. Enfin, 3 membres, 3 Le petit garçon était déjà en haut de l'arbre, tellement il avait envie de voir enfin l'espace libre. Et il le vit. C'était comme un immense tapis sur lequel les couleurs dessinaient des formes, des carrés, des triangles, des rectangles, des losanges ou bien des grandes formes avec de nombreux côtés. Il y avait des labours, des prés, des champs, des vergers, des forêts, et ce tapis s'en allait aussi loin que l'œil pouvait voir. Le plus grand étonnement du petit garçon fut de se rendre compte que l'œil pouvait voir si loin. Il comprenait maintenant ce que l'on voulait dire quand on disait à perte de vue. C'était très loin. C'était même si loin que peut-être ça n'existait pas. Car sa vue ne se perdait pas. Elle s'en allait simplement jusqu'à l'endroit où le tapis de l'espace rejoignait le tapis du ciel.